Donc on fait ce webinaire du FOD en partenariat et on les remercie aussi chaleureusement avec les acteurs de la compétence et Acto, l'OPCO, notamment des entreprises de formation. Donc, l'hybridation, des formations, n'est pas nouvelle pour, nous, le FOD, car effectivement, c'est au cœur de nos travaux et puis, 2 années de crise sanitaire et de covid ont quand même beaucoup changé la donne, avec une période qui a été quand même marquée par le décollage des pratiques et la mise en place de dispositifs, parfois un petit peu bricolés. Aujourd'hui, le FOD, du coup, tirant un peu les leçons, de ces 2 dernières années, a souhaité proposer un accompagnement aux acteurs, concernés avec ce dispositif que nous allons vous présenter qui s'appelle Hybride Action. Son objectif, hein, principal est de donner un cadre de référence à la transformation digitale des filières de formation, aussi bien pour les organismes, les entreprises de formation, les CFA, les têtes de réseau et les financeurs. Donc, il vise quoi en fait, ce cadre de référence? C'est de vous aider à impulser des projets, à les entamer, à les poursuivre et à les poursuivre dans une démarche qui soit construite et puis avec une vocation d'homogénéiser au mieux les pratiques. Donc je voulais rappeler que ce projet-là a été soutenu financièrement, hein, pour l'essentiel par le ministère du Travail dans le cadre, du plan de transformation de la formation, avec un complément, d'uniformation pour mettre à disposition ce cadre de référence, très outillé. Ce cadre, en préambule, hein, n'est ni une norme de plus, ni un simple dispositif d'information, mais ce sont des outils, une gamme d'outils, et des ressources que nous allons vous présenter et qui sont tous en accès libre sur le site du FOD avec, une visée simple, hein, de favoriser le dialogue entre offreurs de formation et financeurs et de partager un peu un langage, commun et des règles communes autour de ce qu'on entend par démarche d'hybridation. Donc c'est certes, hein, l'aboutissement d'un travail mené par le FOD, mais qui repose, hein, sur un cycle de concertation avec les acteurs de l'écosystème et dont nous avons ici, hein, des représentants avec notamment les acteurs de la compétence qui ont participé, à la conception de ce cadre et Élise Laroche, hein, pour Acto. Citons aussi parmi les acteurs qui ont été vraiment partie prenante de la concertation et Pôle emploi, il y a des autres OPCO, les régions, des têtes de réseau et des branches. Donc, tout de suite, je vais vous proposer vous présenter, hein, nos participants d'aujourd'hui. Donc moi, j'étais Aurélia Bollet, hein, déléguée générale du FOD. Autour de la table, enfin autour de notre, classe virtuelle, nous avons également Elisa Roche pour Acto, pardon, Rémi, Chal et Jean-Philippe Taïeb pour les acteurs de la compétence et également, nos amis du FOD, Jean-Luc Peuvrier et Christophe Jourdain, du cabinet Stratis et qui ont été vraiment, œuvrés à la réalisation de ce dispositif puisque le FOD les a missionnés pour accomplir, ce travail. Voilà pour cette présentation assez générale. Je vais donner du coup la parole à Élise et puis ensuite aux acteurs de la compétence et avant de rentrer dans, un rappel des objectifs du projet. Élise, c'est à toi. Oui, bonjour à tous, merci, d'être présents aussi nombreux. Donc Élise Laroche, donc je travaille au sein d'Acto, au sein de la direction du développement en fait dont l'objectif est de concevoir l'offre de services, pour l'ensemble de nos adhérents. Et donc je pilote, notamment, toutes les alors pas seule, hein, tout ce qui touche aux actions collectives, donc à l'offre de formation actions collectives et puis, toutes les thématiques autour de l'ingénierie, pédagogique innovante, dont fait partie, notamment, la modalité hybride. Voilà et donc nous, notre intérêt en fait, on est, partenaire, adhérent de la FFFOD. On a contribué, on a participé surtout en phase finale, à l'expérimentation de cette hybrid box. Et donc l'intérêt qu'on y voit, bah, c'est déjà nous en tant que financeurs, et en tant que, bah, partie prenante comme l'a exposé tout à l'heure, Aurélia, c'est, de pouvoir,
s'acculturer et puis avoir un cadre de référence commun, puisque aujourd'hui on navigue un peu au gré de projets, mais un projet ça a un début, une fin. Et du coup, ce cadre de référence, c'est un peu notre fil rouge. Et nous, enfin, en tout cas, on s'appuie dessus dans un premier temps pour acculturer en interne, donc nos conseillers, nos chefs de projet, l'ensemble des salariés d'Acto. L'autre objectif, c'est effectivement de pouvoir accompagner, alors là, plus spécifiquement, les entreprises de formation dans une montée en compétences sur ce sujet. Et puis, nous, de nous outiller aussi, là, pour le coup, en tant qu'acheteurs aussi de la formation, pour avoir, un cadre de référence commun, sur cette hybridation de la formation. Voilà ce que je peux dire. Merci Élise pour ce mot d'introduction. Parole maintenant aux acteurs de la compétence. Rémi? Je rallume mon micro. Oui, bah, d'abord, merci de nous avoir conviés, parce qu'on travaille étroitement avec le FOD. Alors moi-même, je suis DG d'un groupe qui s'appelle Thalys. Je pourrais en parler aussi parce que c'est une entreprise de formation et donc on a les mêmes problématiques que ceux qui nous écoutent. Et avec Thalys, on est évidemment adhérent aux acteurs des compétences, mais aussi adhérent du FOD. Voilà. J'ai aussi un tout petit peu cette casquette et je suis ravi de voir qu'il y a autant de gens présents. Moi, je pense mode des webinaires s'était passé, maintenant que le Covid était derrière nous. Eh ben pas du tout. Tout le monde est là, de partout en France et même dans les Outre-mer. Donc c'est assez réjouissant et ben, ça démontre, s'il en était besoin, que le digital est entré dans nos vies, est entré dans nos pratiques, est entré dans nos usages de travail, dans nos usages d'information, dans nos usages de formation, et que c'est le moment, si vous n'avez pas encore lancé ce mouvement d'hybridation, de se positionner sur ce dispositif d'hybridation, parce que le digital n'est plus une option, le numérique n'est plus une option. Alors, n'est plus une option, mais à condition de savoir pourquoi le faire. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de digitaliser pour digitaliser, parce que je dis que sans cela, on n'allait pas passer le cap du 21e siècle. Non, il s'agit de le faire parce qu'on y croit, parce que c'est efficace, parce que ça va nous permettre de rester compétitifs, parce que ça va nous permettre d'améliorer nos pratiques pédagogiques, parce que ça va nous permettre d'améliorer nos modèles économiques, parce que ça va nous permettre d'aller chercher de nouveaux apprenants, parce que ça va permettre de démultiplier l'efficacité et l'impact de nos formations. C'est ça, en réalité, le seul intérêt de la digitalisation. C'est pas le faire pour le faire, c'est le faire parce qu'on est convaincu qu'il faut le faire et parce que tout ça va entraîner des choses qui sont extrêmement positives pour nous, pour notre marché, pour notre entreprise, pour notre organisme de formation, pour nos collaborateurs et pour nos apprenants. Donc, je le dis, ça a l'air un peu évident ce que je raconte, mais encore une fois, ne vivons pas la digitalisation comme une obligation ou comme une souffrance ou comme une contrainte, vivons-le comme une opportunité. Vivons-le comme une opportunité en tant qu'entreprise, vivons-le comme une opportunité en tant qu'organisme de formation. Et je pense que ce dispositif en particulier, qui est piloté aujourd'hui par le FOD, et puis on verra qu'il y a d'autres initiatives qui ont pu être lancées par le passé par les acteurs de la compétence, vous permettent d'être accompagnés. C'est pas évident hein, de se retrouver face à ce sujet qui parfois nous dépasse. On a besoin d'être guidé, on a besoin d'avoir les bons outils, on a besoin de pouvoir poser les bons diagnostics, on a besoin d'experts qui nous disent allez plutôt en ce sens-là par rapport à qui vous êtes, etc. Et cette démarche d'accompagnement, elle est essentielle, elle est nécessaire, et c'est grâce à celle-ci que vous pourrez véritablement entrer vers cette voie de la formation digitale en mouvement, puisque je découvre que c'était sous le petit logo Hybride Action notre slogan, notre baseline du jour. Voilà, la formation digitale en mouvement. Donc suivez le mouvement. Et Jean-Philippe, qui est le président, parce que là, il y a des gens très importants autour de cette table, hein, Jean-Philippe Taïeb, qui est le président de la commission innovation des acteurs, je pense, ne me démentira pas. À toi, Jean-Philippe, je te cède le micro. Merci Rémi pour cette très belle introduction. Alors effectivement, outre le fait que je dirige des centres de formation, je co-préside la commission innovation au sein de la fédération déjà depuis un certain nombre d'années. Et je remercie chaleureusement le FOD et Aurélia de nous avoir fait participer à cette très belle initiative parce que ça fait déjà depuis quelques années qu'on essaye d'impulser
auprès de nos adhérents. Il faut savoir qu'il y a à peu près 1300 entreprises de formation qui sont à la fédération. On essaye d'impulser nos adhérents à passer le cap de l'hybridation, de la digitalisation. Et donc, ce sont des initiatives que l'on accepte vraiment à bras ouverts, puisque parfois, c'est pas évident de se retrouver, lorsqu'on est une entreprise de formation de petite taille, voire de moyenne taille, de partir d'une page blanche et de savoir quoi faire et comment faire et par où commencer. Et donc, c'est pour ça que je pense que si vous êtes tous présents aujourd'hui, c'est parce que vous êtes déjà dans cette réflexion-là et le FOD va très probablement vous apporter les clés et des solutions pour passer le cap. Eh bien, écoutez, on va essayer déjà de marquer une première étape avec cette présentation, du dispositif. Donc, très rapidement, on va revenir sur les objectifs du projet, mais on va être très rapide là-dessus. Ensuite, je donnerai la parole du coup à Jean-Luc et Jean-Luc Peuvrier et Christophe Jourdain pour nous présenter le dispositif et les outils associés. Ensuite, avec 2 études de cas, on a oublié le petit S à études de cas, qui ont été préparées, par, Christophe Jourdain. Et puis nous passerons la parole, aux acteurs de la compétence et à Acto pour, la partie des financements, notamment pour avoir une présentation assez détaillée, du PIA. On vous laissera un temps d'échange et on vous parlera des étapes suivantes. Suite à hybridation, que fait-on? Voilà, donc sur les objectifs du projet. Donc, slide suivante. Donc vraiment, l'objectif, c'est outiller, hein, les professionnels du secteur pour conduire une démarche d'hybridation en donnant ce cadre de référence commun qui, j'insiste, hein, n'est pas normatif, mais qui doit être vraiment un socle commun de bonnes pratiques. Donc le principe, hein, en fait, je ne ferai que paraphraser ce que dit Rémi. C'est une, réflexion qui a été réalisée en replaçant l'hybridation sur l'ensemble des étapes d'une transformation digitale et donc, on n'est pas parti d'une réflexion autour des outils, mais beaucoup plus largement, on va vous parlera des diagnostics qui sont liés au dispositif et qui vous permettront effectivement d'entamer ou de poursuivre cette démarche avec un certain nombre d'états des lieux. Une recherche du consensus, on vous en a parlé, on était largement ouvert à l'ensemble de l'écosystème pour avoir, une conception commune et puis, l'idée d'une diffusion, hein, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, la plus large possible de ce dispositif pour qu'il ne reste pas sur une étagère. Les bénéficiaires, entreprises de formation, branches professionnelles, financeurs et prescripteurs et également, qu'on peut rajouter, tous ceux qui sont là et qui souhaitent accompagner les entreprises de formation dans cette démarche-là, puisque ces outils pourront leur être aussi bien utiles. Voilà ce que je voulais en dire, je n'irai pas plus loin dans la présentation. La suite, c'est donc parole à Jean-Luc Peuvrier et à Christophe Jourdain pour nous présenter le dispositif. Eh bien, bonjour. Bonjour à tous. Donc, Christophe Jourdain. Donc, en fait, le dispositif Hybride Action, donc, c'est un ensemble en fait de services, d'outils, avec ce qu'on appelle les Hybrid Box, hein, que vous voyez en haut à droite, c'est la boîte à outils qu'on va détailler par la suite. Mais c'est aussi un guide de lecture qui reprend finalement l'ensemble des outils et la manière dont vous pouvez vous en emparer et puis comment j'irai les mettre en place, comment les utiliser dans votre entreprise de formation. C'est un glossaire parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'on avait besoin tous d'avoir je dirais, d'avoir une manière commune finalement de parler et puis de se rappeler finalement de quoi on parle. On a des témoignages aussi. On a actuellement 4 témoignages d'organismes de formation, mais aussi de financeurs qui expliquent qu'est-ce qu'ils ont mis en place, comment, qu'est-ce que ça a donné, etc. Et on en a 2 à venir. Et puis, vous avez aussi un kit de communication qui vous permet, vous, entreprise de formation ou réseau, finalement, je dirais, de dispenser de la communication sur ce dispositif au sein de votre réseau, au sein de votre entreprise. Voilà. Et puis, on reviendra dessus tout à l'heure, enfin, Aurélien reviendra dessus, mais aussi des masterclass, des webinaires d'appropriation, etc. Puisqu'on a bien conscience que si on a mis en place et si on a travaillé sur ce dispositif et sur ces outils, maintenant, je dirais que le gros du travail va commencer puisque la question de l'appropriation et je dirais dans les réseaux et dans chacune des entreprises va être très très important. Voilà, et on rappelle que tout est en libre accès sur le site du FOD
directement et ça vous permettra, sur la slide suivante, d'avoir accès directement. Voilà. Donc, quand vous arrivez finalement sur le site web, alors ce sont des captures d'écran, mais vous avez à gauche, en fait, l'ensemble des services qui vous sont proposés. Et puis à droite, vous avez l'ensemble des 13. Alors, vous allez me dire, il y en a 12. Finalement, il y a 2 diagnostics. Donc, ça fait 13 outils en tout, finalement, qui sont soit dédiés plutôt aux OFA, ou structures de formation, on va dire d'une manière générale, entreprises de formation, soit des outils qui sont plutôt, que l'on a pensé plutôt à destination des financeurs, voilà, et qui sont en vert. Voilà, donc on va détailler maintenant la démarche. Alors, sur la slide suivante, merci. Donc, en fait, on a imaginé en fait une démarche de mise en place de l'hybridation de la formation digitale dans son entreprise de formation en 6 étapes, sachant que ce sont des préconisations, c'est une grande méthodologie, mais ce que je tiens à dire dès maintenant et ce qu'on va reprendre en fait dans toute cette présentation, c'est que tous les outils sont des outils qui amènent finalement avant tout à la réflexion et qui sont là aussi pour s'adapter, que vous devez éventuellement adapter en fait à votre propre cas et voilà, votre propre environnement. C'est pour ça que je détaillerai de 2 études de cas en disant finalement, on n'est pas obligé de passer par 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour réussir. Voilà. Encore une fois, c'est une proposition de méthodologie alors qui est finalement assez classique, où vous retrouvez dans un premier temps, une analyse diagnostique finalement de ce qu'on est, entreprise de formation avant de démarrer finalement notre processus d'hybridation, où on se pose la question, mais qui je suis, comment je fonctionne, où est-ce que j'en suis en termes de numérisation de mes formations, qu'est-ce que j'ai à ma disposition en interne, est-ce que j'ai l'habitude de procéder à des changements aussi, quelle est ma conscience aussi de mon environnement, est-ce que je me pose des questions sur mes bénéficiaires aujourd'hui, en tout cas sur les personnes aussi, sur les apprenants que je forme, quels sont leurs besoins, etc. Et en fait, on a tout un tas de diagnostics, enfin pardon, on a 2 diagnostics avec une cinquantaine de questions qui vous permet de vous positionner là-dessus. Ce qui vous permet dans un deuxième temps de cadrer vos besoins, de vous dire finalement, au vu de là où j'en suis, je vais commencer à imaginer ce vers quoi je vais aller et qui peut se faire en plusieurs étapes. C'est ce qu'on verra un petit peu plus loin. Troisième étape, qui paraît évidente aussi, c'est aujourd'hui, en tout cas, c'est de trouver des financements. C'est-à-dire aujourd'hui, tiens, comment est-ce que je peux financer mon changement, ma transformation? Quels sont les types de financements qui existent actuellement? On parlait tout à l'heure, on parlait Acto, pardon, on parlait acteurs de la compétence, mais évidemment, il y en a tout un tas d'autres. Et puis, à partir de ce moment-là, je peux éventuellement me faire accompagner de prestataires. Comment est-ce que je choisis mes prestataires? Selon quelle grille? Selon quelle modalité? Et puis après, une fois que je suis avec le prestataire, nous devons conduire le projet. Nous devons conduire le projet conjointement avec le prestataire et puis finalement évaluer le projet. Donc, j'ai envie de dire une démarche tout à fait classique, mais qui nous a permis, en tout cas entre nous, parce que comme Aurélia l'a rappelé, en fait, on a travaillé vraiment en concertation avec beaucoup d'acteurs, de se dire, ça permet d'avoir une grande démarche commune. Voilà. Mais loin de nous l'idée qu'il faille absolument passer par l'ensemble de ces 6 étapes pour réaliser ce que l'on veut. Et parfois, peut-être qu'on va démarrer à la 2, on va faire la 5, etc., parce que c'est ce qui nous va bien, c'est ce qui vous va bien. Voilà. Donc, si on détaille un petit peu plus les outils, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, l'hybrid box, donc c'est une partie d'hybridation, l'hybrid box, donc ce sont 13 outils et usages. Certains ont été faits en pensant outils à destination des organismes de formation, structures de formation, et d'autres pour les financeurs. Alors, on a repris, en fait, vous voyez, des outils en fonction des 6 étapes à gauche. Donc, vous avez 3 outils concernant l'étape 1, par exemple. Il y a trois types d'outils. Des outils web, vous avez des outils qui sont plutôt en fait des PDF qui vous permettent en fait qui sont des grilles de lecture, de résultats. Et puis vous avez des outils ou avec des cases à cocher qui vont vous permettre de vous dire tiens, moi dans ma recherche de prestataire, dans mon cadrage des besoins, etc. J'ai tout un tas d'items qui me sont proposés, mais je vais pouvoir moi coucher ou reprendre finalement dans mon propre cahier des charges certains de ces items. Voilà. Donc, vous avez donc des outils, 3 outils sur l'étape 1. Après, vous avez un cadrage, ce qui vous permet encore une fois d'avoir un outil de cadrage des besoins.
plusieurs outils en fait sur le financement, puisque à la fois qui peuvent concerner les financeurs ou vous-même structure de formation, hein, on a une cartographie des financeurs. On a pensé aussi classification des dépenses et actions à financer, parce qu'il nous a semblé important d'avoir un langage commun entre ce que peut financer ou ce qui est susceptible de financer un financeur aujourd'hui et ce dont a besoin un organisme de formation. Ça a été une grande étape finalement dans les réflexions, de se dire finalement, on a besoin absolument de bien se parler, de bien se comprendre sur qu'est-ce qu'on a besoin de financer. Et puis vous, financeurs, qu'est-ce que vous êtes susceptible à un moment donné de pouvoir financer ou pas? Voilà. Et puis après, on passe à, je dirais, à l'étape de recherche et d'évaluation des propositions de prestataires, mais aussi, alors côté financeur, les bonnes pratiques sur les appels à projets. Ça, c'était aussi quelque chose qui était demandé côté financeur. C'est-à-dire quand un financeur lance un appel à projet, qu'est-ce qu'il doit mettre dedans, qu'est-ce qu'il ne doit pas mettre dedans, ou quelles sont les conditions, pourquoi, etc., etc. De manière à ce que s'ils se disent sur quoi j'ai envie de faire sur quelle orientation finalement j'ai envie de donner je dirais à cet appel à projet. Voilà. Et puis quelque chose d'assez classique sur la conduite de projet, hein, gestion de projet, conduite de changement, mais qu'on a essayé évidemment on a essayé, je dirais, d'adapter au mieux possible en fait précisément à vos besoins, vous, en tant qu'organisme de formation sur l'hybridation, et puis des outils de suivi de projet, à la fois côté financeur et puis bilan de projet côté organisme de formation. Et je vais maintenant passer la parole à Jean-Luc qui va reprendre cela un petit peu plus en détail. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, on va repasser effectivement rapidement. Là, Christophe vous en a déjà beaucoup dit, donc on va essayer de pas faire de redites pour surtout laisser de la place aux échanges et puis aussi à nos collègues d'Acto et des acteurs de la compétence. Ce que je vous propose, c'est effectivement, dans l'hypothèse, si on est dans l'hypothèse où effectivement vous êtes un organisme de formation qui doit dérouler tout le processus, et les 6 étapes effectivement du processus, ben on va rapidement effectivement voir ces 6 étapes avec les outils qui sont associés, sans bien évidemment rentrer dans le détail de chacun d'eux. Donc la première étape, c'est effectivement la phase de diagnostic, comme on le disait tout à l'heure, il y a 2 questionnaires qui constituent ce diagnostic. Un premier qui vise en fait à diagnostiquer la capacité de transformation de la structure elle-même, et un second qui va être beaucoup plus sur la maturité digitale, sur le niveau d'avancement en matière de digitalisation, pas uniquement de la formation, mais vraiment digitalisation de l'organisme de formation. Si on prend le premier, par exemple, qui est donc sur la transformation de la capacité de transformation de la structure, eh bien, on a 25 questions qui portent, pour vous donner un exemple, sur 4 thèmes, hein, la stratégie de développement de l'entreprise de formation, son environnement, sa culture créative et participative, et puis sa culture de gouvernance du changement. À l'issue de la réalisation de ce questionnaire, on obtient donc directement en fait un document de synthèse. Et vous voyez notamment que les réponses qui sont proposées au moment où l'on réalise donc le questionnaire ne sont pas, on va dire, simplement des chiffres, hein. Bien évidemment, il faut ramener ça à un moment donné à une gradation, et en l'occurrence, elle est sur une échelle de 1 à 4. Mais l'idée, c'est de faciliter en fait le positionnement de votre structure de formation par rapport à l'état dans lequel vous pouvez le situer, hein. Vous avez l'exemple ici sur est-ce qu'on a une stratégie de développement, niveau 1, non, il n'y en a pas, et puis niveau 4, oui, on en a une, on a des plans d'action et on est en train de mettre en œuvre ces plans d'action. Donc ça permet de s'identifier beaucoup plus facilement par rapport à un certain niveau, et donc ce qui va permettre d'avoir un positionnement pour chacun des questionnaires, un positionnement d'ensemble sous forme d'un graphique, hein, bien évidemment, mais surtout à l'aide du guide de lecture qui peut être exploité d'ailleurs indépendamment, mais qui est ramené aussi aux résultats que vous avez obtenus en réalisant le questionnaire, et avec donc, en fonction de la note ou des notes qui vont être obtenues sur chacun des axes,
un commentaire sur l'analyse, des actions qui sont suggérées donc à réaliser, et puis un certain nombre de commentaires, de conseils d'experts qui permettent aussi de passer l'étape d'après, même si à la limite on est déjà bien avancé, on peut toujours aller plus loin. Donc toutes ces synthèses, ces recommandations et ces guides de lecture sont bien évidemment téléchargeables de manière à pouvoir aussi les travailler à plusieurs, en équipe et peut-être même en différents temps. Alors ensuite, on va passer donc en étape 2. L'étape 2, une fois qu'on a fait le diagnostic, ben, on va avoir besoin de recourir effectivement à des prestataires, et pour ça, ben, il y aura besoin, d'ailleurs, que ces prestataires soient internes ou externes. On va avoir besoin d'élaborer, de construire des cahiers des charges, et donc l'organisation de ces cahiers des charges, elle peut, la finalité de ces cahiers des charges peuvent être soit vers des étapes de diagnostic, soit, comme vous le voyez, plutôt orientées vers la stratégie d'hybridation des formations ou vers la culture de l'innovation. Et donc, elle permet en fait à chacun de formaliser le projet et surtout de formaliser des attentes vis-à-vis des différents acteurs qui vont être sollicités pour la réalisation du ou des projets d'hybridation. Ça a aussi un avantage pour les financeurs, c'est qu'en aidant les organismes de formation à formaliser leurs besoins, ça aide ceux-ci à mieux répondre aux appels à projets qui peuvent être lancés par un certain nombre de financeurs, de commanditaires, que ce soit au niveau des branches professionnelles, au niveau des OPCO ou des appels à projets lancés au niveau des collectivités ou de l'État. Alors, donc, une fois qu'on a réalisé ça, les notes de cadrage, donc, troisième étape, ben, on a identifié qu'on avait effectivement des projets. Ben, comment est-ce que l'on finance ces projets? Et donc là, il y a 2 outils qui vont être très utiles. Le premier, il y a un travail très important qui a été fait avec vraiment tous ceux qui ont participé à l'élaboration d'Hybridation, qui est déjà de classifier les dépenses et donc d'être en capacité déjà d'identifier quelles peuvent être les dépenses auxquelles on va devoir faire face quand on se lance dans un projet d'hybridation de formation. Et puis une fois qu'on les a identifiés, qu'on les a chiffrés, eh bien, auprès de qui on peut se tourner pour avoir une aide financière. Ce sera l'objet, en l'occurrence, de l'intervention d'Acto et des acteurs de la compétence juste après, mais il n'y a pas que, il y a aussi effectivement des acteurs en termes de financement public, financement paritaire et des financements privés aussi vers lesquels peuvent se tourner les organismes de formation. Voilà, donc c'est un document qui est dynamique, qui est en ligne, que l'on va s'efforcer au niveau du FOD de mettre à jour en fonction des informations qui nous sont renvoyées aussi de la part des financeurs eux-mêmes, de manière à ce que vous, organismes de formation, puissiez toujours trouver une information à jour sur cette matrice. Alors ensuite, donc une fois que l'on a effectivement les financements, un petit côté, alors je reste sur les financements, pardon, diapo intermédiaire, on va dire, qui est destiné là plutôt aux financeurs, donc on va passer rapidement dessus. Il y a un certain nombre de bonnes pratiques qui ont été collectées pour rédiger des appels à projets. Qu'est-ce que l'on met dans un appel à projet? Et en fonction de ce que l'on met dans l'appel à projet, quelle incidence ça a sur les réponses en fait auxquelles on va obtenir? Comment est-ce que finalement je vais modeler l'offre de formation régionale, par exemple, si je suis d'une région, comment la définition de mon appel à projet, comment les caractéristiques que je vais intégrer vont finalement avoir une incidence sur les réponses et donc sur la forme de l'offre de formation qui sera proposée. Et puis aussi une grille d'instruction des projets, parce qu'il ne s'agit pas de lancer des appels à projets, il faut être capable ensuite d'analyser les réponses que l'on obtient. Alors donc étape suivante dans notre processus, donc l'étape 4, on a lancé des consultations avec les cahiers des charges qu'on a élaborés précédemment. Comment je choisis mes prestataires? Voilà, j'ai obtenu des super réponses, mais est-ce que la proposition
correspond bien effectivement aux attentes, hein, est-ce que mes besoins exprimés ont été pris en compte, quelles sont les compétences, quelles sont les références aussi du prestataire, du candidat, quelles sont ses capacités à réaliser la mission, quelle est sa méthodologie, bien évidemment, quel est son prix. Donc là aussi, une grille qui permet à des organismes de formation qui ne sont pas forcément habitués à choisir des prestataires techniques, hein, par exemple en matière de multimédia, c'est pas on sait choisir des partenaires, on sait identifier des bons experts formateurs, mais pas forcément les bons experts sur le multimédia parce que c'est pas notre quotidien. Et bien là, on a donné un certain nombre de pistes pour effectivement pouvoir faciliter le dépouillement des propositions reçues. Je passe ensuite donc à l'avant-dernière étape qui est le pilotage en fait du projet. Alors bien sûr, il ne commence pas à ce moment à l'étape 5, hein, c'est une des étapes, mais bien évidemment, il a souvent démarré avant qu'on arrive au choix des prestataires. Et l'idée a été ici aussi d'apporter à l'organisme de formation et notamment au chef de projet, si on délègue le pilotage à un chef de projet, la manière dont il peut mettre en place les instances nécessaires pour conduire le projet, que ce soit auprès des équipes techniques, d'avoir un comité technique, d'avoir des prestataires, bien évidemment, de mettre en place un comité de pilotage. Et fort on va dire, de l'expérience que l'on a, de constater qu'il est souvent difficile au départ d'identifier le temps qui va être nécessaire à chacun de ces acteurs, quel est le temps à investir dans le projet, et notamment pour les équipes internes. Comment est-ce qu'on sollicite, à quel moment est-ce qu'on va solliciter les équipes techniques ou les équipes pédagogiques, et quel est le niveau d'investissement temps que cela va nécessiter pour participer et mener à bien le projet. Voilà. Et puis le guide comporte, enfin Hybride Action comporte également un ensemble on va dire, de bonnes pratiques pour gérer et accompagner le changement au sein de la structure. Et donc on termine, aucun projet ne se termine sans l'évaluer, hein, bien évidemment, donc qu'on soit financeur ou qu'on soit organisme de formation. Et donc du côté de l'organisme de formation, il va être important effectivement de prendre du recul par rapport aux différentes étapes en fait, du processus, et où finalement est-ce qu'on a atteint les objectifs, comment est-ce qu'on a été accompagné et comment s'est passée la relation avec les différents partenaires extérieurs, comment est-ce qu'on a été capable de manager le projet, tout un ensemble en fait d'indicateurs et un ensemble de constats que l'on va faire dans la perspective, peut-être de présenter auprès des commanditaires et auprès des financeurs le résultat du travail. C'est bien évidemment, dans la plupart des cas, on va dire ce qui est demandé, hein, c'est d'être capable de rendre compte d'une certaine manière. Et puis aussi, pour de futurs projets, être en capacité effectivement d'améliorer son propre processus pour, on va dire, se lancer dans de nouveaux projets avec des partenaires ou en interne. Voilà. Et puis donc, dans cette évaluation, comme je vous le disais, il y a le volet des financeurs. Comment est-ce qu'aujourd'hui, en tant que commanditaire, j'apprécie le niveau d'avancement des projets, peut-être déjà dans leur temporalité, et puis au final, est-ce que les investissements que j'ai faits, est-ce que la démarche que j'ai lancée nous permet de réaliser les objectifs qui sont ceux du financeur, du commanditaire, par exemple, d'améliorer l'offre de formation sur un territoire ou pour une branche professionnelle, pour un métier donné. Alors, donc là, on a vu l'ensemble, et puis, comme Christophe le disait tout à l'heure, on peut bien sûr rentrer par l'ensemble du processus, mais on s'est aperçu, et c'était aussi l'un des objectifs, que chacun de ces outils, que chacune de ces étapes puisse être prise en cours de route. Et à travers deux études de cas que Christophe va présenter, on va vous montrer que quel que soit le niveau d'avancement dans l'hybridation de vos formations, il peut y avoir un intérêt pour vous, que vous soyez une petite structure ou un réseau de nombreux organismes de formation, il peut véritablement y avoir un intérêt à aller piocher dans la boîte à outils. Eh bien, piochons. Alors, premier cas d'usage, je suis dans un organisme de formation qui débute son process de digitalisation, quel processus suivre et sur quels outils je peux m'appuyer. Eh bien, je vais par exemple commencer par réaliser un état des lieux sur les pratiques
de digitalisation de mon organisme de formation en m'aidant du diagnostic numéro 2. Voilà. Et puis, je peux être curieux aussi de voir en quoi notre capacité de transformation peut être un frein ou un outil, ou un atout à la digitalisation. C'est-à-dire que souvent, en fait, on a tendance à démarrer, directement sur où en est-on de la numérisation, de la digitalisation, etc. Et il nous a semblé important, et je pense que c'est important de se poser la question aussi, de savoir quelle est notre capacité aussi de transformation, notre capacité à être agile, quelles compétences aussi on a en interne, etc., etc. Et puis, finalement, en 3, je vais conforter les résultats avec un regard extérieur qui va m'aider à monter un plan d'action. Parce que peut-être que je vais me rendre compte qu'à ce moment-là, les diagnostics, 50 questions, c'est plutôt intéressant. Ça m'a permis finalement d'ouvrir un certain nombre de pistes, mais que j'aimerais un petit peu plus creuser avant de réaliser mon plan d'action. Et pour cela, en quatrièmement, je vais chercher un prestataire et je vais m'aider du coup du cadrage des besoins, de l'outil cadrage des besoins, mais aussi du Geniali, en fait, de l'outil web sur les financements et de la grille d'évaluation des propositions, finalement, pour aller chercher et monter mon cahier des charges. Voilà. Je rencontre le prestataire, je travaille avec le prestataire. Une fois le plan d'action effectué, je me rends compte, grâce aussi à l'outil, je peux passer à une étape, voilà, un petit peu une deuxième étape, hein, où je me rends compte que finalement, j'ai besoin aussi de classifier mes dépenses, et que je dois maintenant aller chercher d'autres types de financement pour vraiment rentrer dans le cœur des projets, et que là, il y a des choses auxquelles je n'avais pas forcément pensé. Et souvent, notamment, je dirais, le temps en interne ou le besoin de logiciels, etc., dont je vais avoir besoin, je dirais, le besoin de formation aussi de mes équipes. Voilà. Et du coup, je vais réutiliser finalement je vais utiliser l'outil de classification des dépenses, ce qui va me permettre dans un deuxième temps de recadrer mes besoins de manière plus précise. Et puis, quitte à scinder mon projet en étapes et en me disant, premièrement, peut-être que cette année, je vais faire d'abord cette étape-là, puis on verra dans un deuxième temps, etc., etc. Voilà. Et là, avec la cartographie des financeurs, je vais pouvoir, encore une fois, je dirais, aller chercher les financements qui vont bien. Voilà. Peut-être que de manière concomitante, je vais aussi m'aider, hein, en septièmement, de l'outil de gestion de projet. Parce que finalement, quand j'ai besoin d'aller chercher des prestataires, souvent la question que je dois me poser, c'est mais qu'est-ce que je peux faire en interne et qu'est-ce que je dois demander en externe? Et qu'est-ce que je vais demander précisément à un prestataire, ou jusqu'où je vais lui demander d'aller? Est-ce que je vais lui demander de faire dans son coin? Est-ce que je vais lui demander de faire avec nous? Est-ce que je vais lui demander ce que je vais lui demander juste de nous accompagner, on va faire en interne, etc. Donc, c'est bien de savoir aussi ce que j'ai comme compétences en interne et de me dire, par rapport à cela, je vais déjà imaginer avec l'outil de gestion de projet le temps que ça va prendre en interne. Voilà. Et après, tout au long du projet, je me réfère toujours à cet outil de gestion de projet, de manière à pouvoir organiser, je dirais, les temps et puis les temps et je dirais le besoin de temps homme en fait en interne. Et puis, je dirais de manière classique, je détermine bien sûr par un bilan du projet et peut-être en me disant, tiens, j'ai réalisé de la première étape, maintenant je vais pouvoir aller à la deuxième, etc. Voilà. Donc ça, c'était, je dirais, une démarche assez classique, mais déjà qui se fait en deux temps. On se dit, tiens, dans un premier temps, je travaille sur le cadrage de mes besoins, mais par rapport au diagnostic, et après, je rentre dans le plan d'action. Voilà. Deuxième cas d'usage, je suis dans un organisme de formation qui a déjà digitalisé une partie de ses formations et on souhaite continuer la digitalisation, mais nous hésitons dans les orientations à donner. Est-ce qu'il faut digitaliser de nouvelles formations avec les mêmes technos, ou est-ce qu'il faut plutôt monter en puissance sur de nouvelles technos, appliquées aux mêmes formations, hein, qu'on a déjà digitalisées? Et puis peut-être aussi comment réaliser un plan à moyen terme de nos transformations. Voilà, j'ai toutes ces questions un petit peu en suspens. Et là, je vais peut-être aussi me poser, avant tout de suite d'écrire mon cahier des charges, je vais peut-être
me re-questionner finalement sur où j'en suis sur la numérisation et puis sur ma capacité de transformation en utilisant les deux diagnostics. Et puis utiliser le guide de lecture des résultats et en priorisant, à commencer à prioriser, parfois un comité de direction qui va prioriser les actions à mener en disant on ne va pas pouvoir mener l'ensemble de ce que nous souhaitons d'un premier temps. Et puis, pour construire je vais avoir besoin de construire mon plan d'action à moyen terme. Et pour ça, je vais réutiliser en fait l'outil du cadrage des besoins qui va me permettre de décrire plus précisément mes besoins. Aussi, par ailleurs, des outils de classification des dépenses et de gestion de projet vont permettre de commencer à sanctuariser des temps hommes en interne et puis de voir quelles sont exactement les dépenses auxquelles je vais devoir faire face. Et puis, classiquement, j'ai envie de dire, les recherches de financement qui vont me permettre d'affiner le projet. Voilà. Et puis après, réaliser les actions, décider des technos. Une fois bien délimité le périmètre des besoins, j'ai besoin d'écrire mon cahier des charges en réutilisant le cadrage des besoins. C'est-à-dire que dans un premier temps, j'ai pu le faire de manière théorique et puis là, finalement, ça y est, je suis prêt à le lancer et je le retravaille au vu de ce que j'ai vu au-dessus des étapes et puis du potentiel interne que j'ai. Et puis, je vais aller jusqu'à choisir mes prestataires en utilisant la grille d'évaluation des propositions. Voilà. C'est-à-dire que ce qu'on voulait dire surtout, c'est que, encore une fois, il y a une démarche assez globale et qui a semblé logique en fait à l'ensemble des acteurs qui a travaillé sur Hybrid Action. Mais l'idée, c'est surtout de ne pas s'enfermer dans cette démarche et de se dire, je vais aller fouiller, triturer l'ensemble des différents outils et qui vont pouvoir que je veux recomposer finalement en fonction de mes propres besoins. Voilà. Je laisse la parole. Eh ben, la parole, maintenant, à Acto et aux acteurs de la compétence pour nous parler, du PIA et des financements à la clé, à savoir, voilà, qu'est-ce qu'on peut financer avec, le plan d'investissement et puis à quelle hauteur et aussi, bien sûr, les questions de calendrier qui sont importantes, sur ce sujet. Donc je vous laisse la parole. Alors du coup, si on peut avancer sur la première diapo. Alors le PIA, en fait, le PIA digital, alors c'est un projet qui a démarré en 2018 et qui se termine. Donc voilà, au niveau du calendrier, on aurait aimé pouvoir vous dire que ça pouvait se prolonger, mais ce n'est pas le cas. Donc l'objectif de ce projet, en fait, c'est encore, d'accompagner à la digitalisation des entreprises de formation. Et donc la cible, en fait, ce sont toutes les entreprises de formation, donc adhérentes, à Acto. Et donc en termes de parcours, et d'accompagnement, il y a une première étape en fait de maturité, de diagnostic de maturité digitale. Ensuite, il y a un relais, qui est pris. Alors c'est un projet qui est piloté, sur cette action-là par, les acteurs de la compétence et nous sur la partie plus, mise en œuvre pour le financement. Et donc, une fois que le diagnostic de maturité a été, établi de votre côté, le relais est pris par, Adrien Bonjean, du coup, côté acteur de la compétence pour, analyser l'éligibilité du projet et puis, faire tout le montage, en fait, ensuite, tout le montage donc, avec, comment le conventionnement et cetera et en parallèle avec nous pour formaliser ce conventionnement. Donc il y a un cofinancement qui est possible à hauteur de 45 sur des actions. Donc je crois qu'il y a quelques exemples d'actions, qui sont éligibles, qui sont cités ensuite. Donc voilà. Donc c'est un projet là aujourd'hui, qui se termine en fait à la fin de l'année. Mais comme il y a une temporalité assez longue finalement, que l'on a constaté en fait tout au long de ce projet pour, le temps de réflexion est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Il faudrait en fait qu'on ait, des projets, qui démarrent, en tout cas qui soient formalisés, pour la fin du mois de mars, au plus tard. Donc si vous avez vous déjà des projets en fait plutôt bien avancés, que vous êtes avancé dans votre réflexion, en tout cas on se tient, à votre écoute pour en échanger, et être le plus réactif possible pour pouvoir, en faciliter la mise en œuvre. Parfait, Élise. Effectivement, heureusement qu'Acto nous soutient et nous accompagne dans ces projets-là, parce que le financement, on en a toujours besoin.
Et surtout lorsqu'on rentre dans des grands processus d'hybridation et de digitalisation, c'est souvent coûteux. Ça nécessite des moyens financiers, des moyens humains. Et donc, on est heureux d'avoir le partenaire comme Acto pour financer une partie du projet. Et ça, c'est très appréciable. Et j'espère que ça sera reconduit, renouvelé encore sur plusieurs années. Alors, si on doit faire un mini bilan des actions qui ont été entreprises depuis le lancement du PIA, il faut savoir qu'il y a eu 70 projets qui ont été accompagnés, transformés et financés depuis le début. Effectivement, on avait au sein de la fédération des actions de sensibilisation à faire auprès des acteurs de la compétence. C'était très important de les sensibiliser et surtout d'essayer d'impulser aussi, d'être moteur dans cette démarche de transformation. Donc, on a fait le tour du digital, hein, on a navigué de région en région pour informer sur ce dispositif et bien évidemment donner les opportunités d'accompagnement aux différents acteurs. Alors, donc c'est Adrien le contact phare hein, sur ce projet-là. Et Adrien m'a dit on accompagnait sur tout type de prestations, mais il y avait deux prestations principales qui revenaient le plus souvent. C'est souvent la prestation d'audit de départ et de plan d'action. Généralement, les coordinateurs pédagogiques ou les dirigeants des centres de formation ont ce besoin qu'on les aide au démarrage. Donc, en fait, ça reprend un petit peu aussi la logique de la box hein, que le FOD a mis en place, c'est-à-dire faire un point de départ sur sa maturité digitale et surtout le plan d'action. Par quoi on commence? Est-ce qu'on a pensé à tout? Quels outils faut-il utiliser? On commence par digitaliser quoi? Quel type de module? Quel pourcentage de transformation? Quelles compétences nouvelles faut-il au sein de l'organisation pour pouvoir mener à bien ces missions? Donc, ce sont toutes des questions, parfois, quand on est seul face à sa feuille blanche, c'est pas évident et on n'a certainement pas pensé à tout. Donc, l'objectif de ces accompagnements, c'est justement d'avoir un accompagnement à 360 degrés. Donc, le principal, c'était sur l'audit, le plan d'action global. Et également, il y a eu beaucoup, beaucoup de demandes sur des centres de formation qui nous ont sollicités pour refondre leur offre de formation. Comment transformer le présentiel à une formation en blended ou en total, en full distanciel. Donc, ça nécessite forcément un accompagnement approfondi. Et souvent, on a eu beaucoup de demandes sur les recommandations d'outils, avec beaucoup de difficultés pour faire un inventaire et pour faire un benchmark des différentes solutions qui existent sur le marché ou des différentes LMS ou plateformes. Et ça aussi, il y a eu beaucoup de demandes à ce niveau-là. Alors, ce que disait tout à l'heure Élise, c'est que le dispositif termine en 2023. Néanmoins, alors il y a un petit temps quand même de mise en route et de mise en place, et il faut que les accompagnements soient finalisés au 31 décembre. Ce qui fait que si toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui ont déjà ce projet de rentrer dans ce principe d'hybridation, sachez qu'il n'est pas trop tard, que c'est ouvert à l'ensemble des acteurs et que aujourd'hui on est le 22 février et qu'on peut très bien déposer, demander des financements et on peut se mettre une date limite, par exemple, au 30 mars. Donc, il n'est pas tard. Monter un dossier, voilà, ça ne va pas demander des jours et des jours. Adrien est là aussi pour vous aider et pour vous guider. Et Élise, si je ne me trompe pas, on peut compter sur Acto aussi pour avoir de la réactivité pour accompagner en fait les auditeurs présents sur leur démarche. Ah oui, tout à fait. Voilà, donc ça, c'est quand même un point important parce que mine de rien, 45% de financés, c'est déjà bien à prendre. On ne sait pas ce qui se passera dans les mois à venir ou les années à venir, mais voilà, il y a cette opportunité, il y a encore des fonds, ce n'est pas clos. Donc voilà, moi je vous invite, en tout cas c'est mon message, je vous invite à y réfléchir et à vous positionner auprès d'Acto directement et puis en fait d'Adrien aussi, dont les coordonnées sont mentionnées dans la slide.
Élise voulait peut-être ajouter quelque chose, Rémi peut-être aussi. Non, mais alors, évidemment, on arrive en fin de période, puisque tu l'as dit, il y a encore temps, mais c'est vrai que mars 2023, pour certains, ça va paraître un peu court. Donc, ceux qui ont des choses en route, allez-y. Pour les autres, saisissez-vous dans tous les cas de l'HybriDocs et du projet Hybride Action, parce qu'il est là. Donc, un dispositif s'éteint, un autre s'éveille. C'est comme les volcans d'Auvergne. Et puis, il y en a d'autres, des modalités de financement. Encore une fois, vous en retrouverez dans l'HybriDocs. Il y a d'autres OPCO parfois qui ont des appels à projets autour de la digitalisation, de l'hybridation. Ce sont les sujets du moment. Donc, encore une fois, allez-y. Je crois que je ne sais pas si non, je vois les lèvres d'Aurélia qui s'agitent, mais peut-être qu'elle ne voulait pas parler. Je ne veux pas parler à sa place, mais encore une fois, je vois qu'il y a beaucoup de questions dans le chat, donc j'imagine qu'on va les prendre, mais ça vous montre qu'il y a des choses qui sont en place, il y a des choses qui sont à votre disposition. Vous n'êtes pas seul, parce que la solitude du dirigeant face à cet Everest que peut représenter la digitalisation, on la connaît. Vous pouvez aussi, au sein de nos associations, de nos fédérations, que ce soit le FOD, que ce soit les acteurs et compétences, trouver des conseils, partager des expériences. Au sein de la commission innovation, c'est ce qu'on s'attache à faire. Quand on a choisi un LMS, c'est parce que la fameuse plateforme sur laquelle on va administrer ces formations, on est toujours un peu paumé. Il y a un guide du FOD, par exemple, il y a des travaux qui sont faits. C'est aussi des sujets qu'on va partager entre pairs. Voilà, donc l'échange, le partage, au-delà des financements, c'est aussi quelque chose que vous pouvez actionner pour véritablement mettre cette démarche en action. Et alors justement, je vois dans le chat certaines questions, et notamment un OF qui demande s'il n'est pas rattaché à Acto, peut-il bénéficier des accompagnements? Eh ben, Élise? malheureusement, pas de celui-ci, puisque là, on fonctionne vraiment, en gros, très concrètement, vous avez sur le projet, vous avez un reste à charge de 55 et on fait un appel de fonds. Donc malheureusement, non, en fait, il faut que vous soyez, adhérent, à Acto, en fait, vraiment rattaché à la branche, du coup, des entreprises de formation. Et alors justement, je peux peut-être embrayer sur la question de Sana, qui demande combien reste-t-il dans l'enveloppe et à peu près quelle est l'enveloppe moyenne? Alors, combien reste-t-il dans l'enveloppe? J'ai pas les montants précis, mais il reste honnêtement, suffisamment pour, accompagner, en tout cas dans le temps qui nous est imparti, les projets, qui se manifesteraient. Et en fait, l'enveloppe moyenne, alors je dirais qu'en général, alors j'ai pas une enveloppe moyenne, mais les projets tournent autour de 18 000 €. Alors le plafond, de toute façon, c'est un projet à 18 000 €. On peut pas accompagner au-delà. Et donc on est, sur des projets, majoritairement, hein, qui vont, sur ce plafond et après autour de 10 000 € à peu près. Il y avait aussi une question, Élise, peut-être à prendre maintenant sur, le périmètre de l'accompagnement. Alors Est-ce que sur le le financement périmètre, concerne aussi l'accompagnement, le financement des ressources humaines, l'acquisition d'outils? alors là, pour le coup, il est, on accompagne principalement sur la prestation. Donc sur le fait il faut faire appel à un prestataire et donc il y a une convention, quadripartite. Et donc voilà, c'est pas sur, malheureusement sur l'ingénierie en fait, interne, là il y a pas de cofinancement possible, si c'était ça la question. Mais, du coup on accompagne sur la prestation en tant que telle, sur le coût de prestation. Je vois Je qu'il y a crois qu'il y a également d'autres, une question sur les choix des prestataires. Et je sais que ce soit par le biais du FOD, hein, et même des acteurs de la compétence, et je dirais même peut-être des acteurs. À l'époque, on avait vu EdTech France, de savoir qui pouvait accompagner. Est-ce que, Aurélia, vous avez une liste de prestataires que vous Oui, avez alors, on n'a pas une liste de prestataires en tant que telle parce qu'au FOD, on fonctionne pas trop comme ça. Mais voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on s'est dit effectivement que par rapport et on voit bien par rapport aux questions qui sont posées dans le chat, qu'il y a des demandes quand même d'accompagnement individualisé. Donc c'est très bien de mettre en place un certain nombre d'outils tels qu'on l'a fait, qui permettent déjà d'enclencher vraiment la démarche ou de se professionnaliser. On l'a vu dans les 2 études de cas, mais aussi, de pouvoir répondre à des demandes de réseau, des demandes de financeurs, des demandes d'accompagnement plus spécialisées et du coup, le FOD, justement, se positionne là-dessus
et donc voilà, pourra répondre effectivement à ce type de demande, hein. Il suffit effectivement de nous contacter. L'autre, moyen aussi, c'est peut-être, alors sur un temps aussi qui est un temps peut-être plus long que celui d'un financement par un PIA, mais c'est de participer à la communauté Hybride Action, hein, puisque c'est une communauté entre pairs pour, voilà, échanger sur les pratiques et se dire: «Voilà, moi j'ai mis en place telle chose, est-ce que ça marchait? Est-ce que ça a moins bien marché?» On est là effectivement pour, travailler ensemble, essayer de mutualiser aussi un certain nombre de bonnes pratiques. Donc voilà pour cet aspect, plus spécifique, d'accompagnement. Sachant que je voudrais aussi le redire, c'est que concernant les prestataires qui souhaitent se positionner pour accompagner, les entreprises de formation, il est important qu'ils puissent aussi prendre connaissance et s'imprégner de l'ensemble de ces outils-là parce que, on n'est pas dans une norme, mais c'est quand même bien de pouvoir effectivement, connaître bien les différentes étapes. C'est un schéma quand même assez arrêté qui a été réfléchi et collectivement et d'avoir une réflexion aussi commune sur qu'est-ce qu'on doit mettre en place, à quel moment et de ne pas avoir de trou dans la raquette là-dessus. Voilà, alors on va peut-être, reprendre, alors du coup j'ai pas regardé les questions. Ah bah, il y a une Bon, adhérente d'Acto de Guadeloupe oui, qui demande: «Mais quel est oui, j'allais l'acteur?» Ouais, quel est l'interlocuteur de référence pour la Guadeloupe? alors du en Guadeloupe, enfin, moi, ce que je vous propose, c'est de qu'on vous repreniez contact avec moi et puis je rebouclerai effectivement avec, la personne, vous savez, il y a eu pas mal de changements, des nouveaux arrivants et du coup, je ne sais pas qui est identifié, en Guadeloupe pour traiter de ça. Mais en tout cas, si vous prenez contact avec moi, moi je reboucle et si vous avez un projet, bah, vous faites, tout le process, de diac de maturité et on se met en relation avec Adrien également et je mettrai dans la boucle, en parallèle, l'une de mes collègues, mais il faut que je vois du coup avec la directrice Guadeloupe, qui, heu, qui traite en fait de ce sujet-là en Guadeloupe. Il y avait une question aussi d'Alexandra sur, une entreprise de formation qui a 2 sites dans 2 départements différents. Est-ce qu'elle doit faire une demande pour chaque site de manière distincte ou c'est une demande, groupée? Alors en fait, là pour le coup, enfin je sais pas trop enfin pour vous répondre comme ça, si c'est des établissements si vous êtes un groupe, bah, du coup l'accompagnement, ils on fait vous faites une seule demande, on étudie l'ensemble, voilà, je vous dirais ça. Après si c'est vraiment, 2 projets bien distincts, bah, là du coup ça peut être 2 projets. Ça dépend vraiment de votre projet. Moi, je pense que dans ces cas-là, effectivement, Mmh. ce qui est peut-être mieux, c'est de contacter directement, Acto, Oui. et peut-être Élise ou, voilà, une Mmh, de ou un collaborateur pour, voilà, tout à fait. discuter plus précisément des aspects, du coup assez, Mmh. assez techniques. Est-ce qu'il y avait d'autres messages? Ah bah, Alors j'ai voilà. vu aussi est-ce que J'avais une alors il petite y avait une question oui, pour allez-y. Élise, juste, et puis il y en a une autre aussi qui concerne Élise. Mais tout à l'heure, vous disiez que la prise en charge maximale était de 18 000 euros, je crois, quelque chose comme ça. C'est la part du financement ou c'est le montant du projet et Acto n'en prend que 45% de ce montant-là? C'est le montant du projet et il y a du coup 45 Ah d'accord, d'où les cofinancés. 9 10 000 euros. Enfin, Oui. ok, 8 ou 9 000. Ok, d'accord, parfait. Alors du coup, il y avait une autre question sur le choix du prestataire. Est-ce que ce prestataire doit être référencé chez Acto? Non, en fait, là, du coup, c'est vous qui choisissez votre prestataire et donc le projet est étudié, dans son ensemble. Voilà, vous avez la liberté de choisir votre prestataire et Et il y donc, avait une autre oui. question. Alors, ce qui peut Oui, être allez-y. intéressant là pour le coup, c'est que les prestataires qui sont actuellement présents autour de ce webinaire peuvent, s'ils ont des projets en cours et que leurs clients justement sont des adhérents d'Acto, ils peuvent très Mmh. bien les solliciter en disant voilà, on a cette possibilité de financement et ça peut être aussi pour eux un sacré plus pour passer à la concrétisation du projet. Ouais, ouais, tout à fait, complètement. Alors, il y avait aussi une question sur, l'accompagnement en région Centre-Val de Loire. Cela peut être un complémentaire à Hybride Action. Bah, là, je vais laisser peut-être, répondre,
Jean-Luc Alors, oui, Pévrier alors, ou ah vas-y, heu Élise, tu avais quelque chose à ah dire non, bah, là-dessus Jean-Luc aussi? aussi, on a eu un cas comme ça en Normandie, effectivement, D'accord. donc où le projet, ah oui, Hybride Action, pardon, je vous laisse répondre. Je pensais que c'était le pire. Pardon, j'ai mal lu. Ouais, côté, enfin du côté financeur, région Centre-Val de Loire, il y a pas de contre-indication, hein. C'est un dispositif, de toute façon, en plus, côté région qui est financé intégralement. Et puis, à ma connaissance, Élise, côté Acto, il peut y avoir effectivement Mmh. il y a pas d'interdiction, d'impossibilité plutôt d'un cofinancement sur les actions, hein. Non, non, il y avait en fait, on avait identifié des actions, bien précises. En fait, c'était un projet d'importance et du coup, l'entreprise de formation avait scindé, en fait, ses actions et du coup, il y avait eu des financements par la région sur certaines actions et un cofinancement, par le PIA. Tout à fait. Eh beh, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'il est 12h31 déjà. Il y avait encore peut-être une ou 2 questions. À la limite, Élise, ce que je peux, le proposer aux participants, c'est, effectivement peut-être de contacter directement Acto sur des voilà, sur ce type de questions. Sinon, une dernière chose, que m'a signalé Jean-Luc, c'est vrai que vous pouvez également se trouver sur le site du FOD quand même aussi d'autres ressources. Donc on a Hybrid Action, c'est très bien, mais si vous avez une problématique très outil autour des LMS, nous avons un guide LMS, une édition chaque année et qui est téléchargeable en ligne gracieusement. Et d'ailleurs, si vous êtes vraiment intéressé par cette problématique LMS, on mène en ce moment d'ailleurs une enquête sur les utilisateurs pour connaître un peu mieux leurs critères de choix et qu'est-ce qui est important pour eux, en termes de fonctionnalité LMS. Et puis, on vient de sortir effectivement le livrable autour de Calliope formation multimodale. Ça peut être aussi assez utile quand on souhaite effectivement, à l'occasion d'un audit de contrôle aussi, de pouvoir, effectivement avoir quelques éléments probants, des recommandations du FOD.